Sieyès avant la Révolution française. C'est pas une idée réactionnaire, ça. C'est la façon dont la tire, hein, là. Ces élites corrompues, ce peuple saint, et de ce peuple saint émerge un sauveur qui peut sauver la nation en conciliant l'ordre et la liberté. J'emprunte une formule de Napoléon III à dessein. Et comment doit diriger ce sauveur le pays? Eh bien, les corps intermédiaires, c'est corrompu. Les députés, c'est corrompu. Il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle, du côté de chez Desroulèdes, la République référendaire. Donc vous devez avoir un président de la République, d'un côté, et qui discute directement avec le peuple, qui fait des référendums à tout bout de champ, de manière à ce qu'on soit dans une démocratie véritable. Ce qui est absolument essentiel à comprendre, parce que dans notre présent, Marine Le Pen a fait en 2013 à l'université d'été de son parti, qui ne s'appelait pas encore les Estivales, ça s'appelait encore l'université d'été, un grand discours sur le thème « Quelle présidente de la République serais-je » Et elle dit, face aux paralysies des corps intermédiaires, face aux paralysies des assemblées, je rendrai la parole au peuple souverain en assumant tous les pouvoirs que me donne la Constitution de la Ve République, une présidente forte, et donc en posant les questions directement par référendum au peuple français. C'est la République référendaire, très typique de la fin du XIXe siècle. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que ce thème a été beaucoup réaccentué depuis 2002 par le Front National, dans l'idée au départ que c'était une bonne manière de contre-attaquer les attaques en tant que fascistes. Alors, on nous traite de fascistes, disons qu'on va faire des référendums tout le temps, c'est un bon contre-argument. Mais ça correspond à des tendances qui sont tout à fait lourdes, parce que d'abord, ça vous montre bien ce problème-là, c'est qu'effectivement, on est dans cette longue tradition du national-populisme, même si Marine Le Pen l'a fait varier, j'y reviendrai ensuite, mais le national-populisme, la personne qui le représente le mieux, le plus parfaitement du monde, vous le connaissez tous, c'est Jean-Marie Le Pen. Hein, vous prenez un discours de Jean-Marie Le Pen, vous avez un national-populisme absolument chimique, hein, qui est absolument parfait dans sa structure intellectuelle. On est à un stade aujourd'hui, quand on regarde les extrêmes droites européennes, où il est vrai que, comme j'ai cru comprendre que vous étiez quelque peu orienté à gauche, on a souvent tendance à gauche, moi-même je suis à la Fondation Jean Jaurès, hein, tout va très bien, on a souvent tendance à gauche à prendre cette étiquette de fasciste, à vouloir la plaquer. Et c'est vrai qu'elle est très maladroite. Si vous regardez les alliés du Front National, aujourd'hui au Parlement européen, ils proposent tous, effectivement, de développer des systèmes de démocratie directe, qu'on n'appellerait pas là des républiques référendaires parce qu'ils ont d'autres systèmes constitutionnels, mais dans cette même idée-là, qu'il faut développer des référendums, etc. Et c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Suisse, c'est le cas chez les Italiens avec la Lega Nord, etc. Tous les partis d'extrême droite, nous nous sommes mis dans cette situation invraisemblable. Si on avait une petite machine à remonter le temps, qu'on se faisait la même séance il y a 15 ans, il y a 20 ans ici, nous nous sommes mis dans cette situation qui nous aurait paru complètement folle, qu'aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, les partis d'extrême droite disent l'Union européenne est devenue post-démocratique, elle ne respecte plus la souveraineté des peuples, regardez le référendum en France, regardez le référendum en Grèce, et donc il faut rendre la parole, il faut remettre de la démocratie. Effectivement, c'est une situation, il y a 15 ans, on n'aurait pas imaginé que ce serait les partis d'extrême droite qui auraient tous cette thématique-là dans leur besace. Mais non, ça, c'est donc notre national-populisme qui émerge dans les années 1880. Je vais remonter un petit peu le temps, vous en faites pas décennie par décennie. Je parlais du fascisme. Le fascisme, c'est des grands débats. Il y avait les thèses de Sternel, politiste israélien, dont tous les ouvrages se trouvent en livre de poche, traduit en français en livre de poche si ça vous intéresse, qui avait déclenché une très grande polémique après la soutenance de sa thèse en 1978, en disant le fascisme naît dans la France de la fin du XIXe siècle. Et en gros, les radicalisés du national-populisme, ça serait pour lui les premiers fascistes. Ça a donné lieu à force débat sur lesquels je vous passe. Je pense pour mon humble part que Sternel se trompe, qu'il a dit des choses tout à fait passionnantes, qu'il a permis de faire comprendre l'importance d'un certain nombre de renégats du socialisme, effectivement, dans la création de certaines extrêmes droites, mais je pense qu'il se trompe. À mon humble avis, le fascisme naît en Italie de l'effet de la Première Guerre mondiale, mais pas que le fascisme. Ce que nous avons à l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de ce que pour ma part j'appelle l'extrême droite radicale.
Les cas les plus connus, évidemment, c'est le fascisme italien, c'est le national-socialisme allemand, mais vous avez d'autres familles. En Allemagne, vous avez par exemple le national-bolchevisme, Das Nikisch. Alors, national-bolchevisme, ça veut dire, les mots sont un petit peu piégés, hein, j'en conviens avec vous, ils se situent à l'extrême droite du parti nazi, les nationaux-bolcheviques. Ils considèrent que les nationaux-socialistes sont beaucoup trop libéraux. Hein, c'est nettement plus dur encore que les nazis. Il y a en Italie ce qu'on va appeler le traditionnalisme de Julius Evola, puis le traditionnalisme révolutionnaire, qui va en être une modernisation, qui eux reprochent à Mussolini également son libéralisme, hein, qui considère là aussi que c'est des régimes un régime beaucoup trop démocratique, beaucoup trop libéral. Julius Evola fait plusieurs livres célèbres, hein, qui s'appellent Révolte contre le monde moderne, qui est tout à fait passionnant, hein, qui s'appelle Le fascisme vu de droite. Ça vous donne une idée, parce que pour lui, le fascisme, c'est quand même un petit peu libéral-social. Donc, des mecs qui ne sont pas des rigolos, vous aurez compris l'ambiance. Donc, c'est toutes ces familles-là, les extrêmes droites radicales, hein, toutes ces familles-là qui apparaissent, et la rupture très nette, on voit bien qu'elle est due à la Première Guerre mondiale. Parce que, bon, un fasciste, c'est quoi? Un fasciste, effectivement, c'est pas n'importe quel type d'extrême droite. Le fascisme, c'est une idéologie qui veut créer un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur et par un État totalitaire à l'intérieur. Vous voyez comme moi, on peut penser ce que l'on veut de Madame Le Pen. Madame Le Pen ne veut pas d'homme nouveau, ne veut pas de guerre impérialiste, ne veut pas d'État totalitaire. On peut pas, si on est honnête intellectuellement, on ne peut pas la traiter de fasciste, ce n'est pas honnête intellectuellement, ce n'est pas rationnel surtout, qui plus est. Le fascisme, c'est cette structure-là. Il s'inscrit donc dans cette extrême droite radicale, où les différents courants ont bien des points communs, qui est qu'il ne s'agit non pas, juste comme pour l'extrême droite, de changer le système, donc il s'agit de balayer tout ce qu'a été le libéralisme du XIXe siècle. Le libéralisme, dans son sens social, philosophique, dans cette idée d'une individualité de la personne. C'est ce qui est le plus insupportable à notre extrême droite radicale. Il n'y a pas de césure. Alors, vous voyez bien quel est le problème. C'est que dans les débats qu'on a toujours et qu'on aura dans cette campagne comme dans les autres, ne vous en faites pas, on a le Front National qui nous dit « je ne suis pas d'extrême droite », sous-entendu parce que je ne suis pas fasciste. Quand il dit « je ne suis pas fasciste », il a raison. Quand il dit « je ne suis pas d'extrême droite », il a tort. En face, effectivement, on a le même jeu. Et alors, chacun confond avec le fascisme, chacun confond avec l'extrême droite radicale, et résultat, on ne pose pas bien les mots. Il y a, au sein de tous ces courants d'extrême droite, bien évidemment, un certain nombre de points communs. Le point commun essentiel, premier d'abord, c'est que l'extrême droite, c'est une vision du monde organiciste. C'est-à-dire, l'organicisme, c'est l'idée que la société, effectivement, est un être vivant, homogène. Vous avez toujours ces métaphores-là, hein, sur le corps de la nation, les métastases des corps étrangers, etc. Et que tout le reste politiquement en découle. Vous avez d'autres items, si on y regarde, toutes les extrêmes droites ont un point commun qui est, par exemple, le fait de vouloir changer l'ordre géopolitique tel qu'il est. Et c'est pas anodin, parce que notre extrême droite, elle mute selon les changements géopolitiques. Je vous disais, le national-populisme, il naît en fait de la guerre franco-allemande de 1870. Notre extrême droite radicale, elle naît de la Première Guerre mondiale. Ce que l'on a appelé, avec l'ami Jean-Yves Camus, le néopopulisme, c'est un contrepoint du 11 septembre 2001. Le néopopulisme, ça commence avec Geert Wilders en Hollande. Donc c'est le parti de la liberté, M. Wilders. Hein, il y avait eu la Speed Fortune avant, si vous vous souvenez, dans tous les problèmes qu'a connus la Hollande. Et M. Fortuyn va être le premier parmi les extrêmes droites européennes à savoir repositionner clairement les choses pour l'électorat, à dire l'extrême droite, vous enlevez de votre tête toutes vos histoires des régimes, des états d'extrême droite du XXe siècle. L'extrême droite est là pour défendre, alors il n'appelle pas ça l'extrême droite, lui, bien évidemment, hein, mais elle est là pour défendre les libertés de la civilisation européenne, les libertés acquises par les minorités, en particulier les gays, les femmes, les juifs, contre l'islam qui lui serait un totalitarisme et la présence de populations arabo-musulmanes qui risquerait d'entraîner l'ensemble du continent européen sous ce totalitarisme vert. Et donc une extrême droite qui va se positionner comme défendant la liberté. Alors, Geert Wilders, là-dessus, va créer un succès dans son pays et va devenir un modèle pour l'ensemble des extrêmes droites européennes qui vont largement
à l'épuiser chez lui, y compris dans des formations qui n'étaient pas très habituées au fait de défendre les femmes, les juifs, les homosexuels, ce n'était pas vraiment leur nature, mais ils sont forcés, et sincèrement, ça marche bien à chaque fois. Ça marche très très bien. Voir en Allemagne ce qui se passe actuellement avec la radicalisation de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, qui à la base est un parti de droite, un parti de droite europhobe, et qui ne cesse de se radicaliser, qui se radicalise tout à fait sur cette question du néopopulisme, qui est un bon produit politique. Je veux dire, c'est un produit politique qui est vendeur. Alors, je retourne un petit peu dans le passé, pardonnez-moi, c'est l'avantage de ne pas prendre de notes, mais le défaut, c'est qu'on fait des allers-retours. Il faut que je fasse attention au temps, parce qu'il faut que je vous laisse parler, poser vos questions. Je continue un petit peu quand même pour éclaircir 2-3 trucs, si vous voulez bien. Nos extrêmes droits, je vous parlais du fascisme. Il y a un pays où le fascisme a une forme extrêmement particulière. Normalement, vous avez deviné, c'est bien évidemment la France. Parce qu'on aime bien faire les choses différemment. Autant en Italie, en Allemagne, je ne parle pas des fascistes roumains, espagnols, etc., je reste sur l'Italie et l'Allemagne, on a des grands partis hiérarchisés qui deviennent des partis-États, et qui en tous les cas, dans les autres pays, ont vocation à devenir des partis-États. Autant en France, dès les années 30, le fascisme, il n'y a pas un grand guide. Jacques Doriot, ça pose jamais comme guide. Marcel Déat, ça posera jamais comme grand guide. Le fascisme français va toujours être une galaxie, une nébuleuse, si vous avez lu Deleuze, un rhizome, de groupuscules ou de petites formations, sans réel chef. Et faisant tous une idéologie par un espèce de bricolage entre des éléments du nationalisme français classique tel qu'issu du XIXe siècle et des éléments effectivement empruntés au fascisme étranger. Donc on a une structure qui est tout à fait particulière, et puis même sous Vichy, effectivement, on n'aura pas de parti unique, Doriot, Déat feront tout ce qu'ils peuvent pour y arriver, ils n'y arriveront jamais. Je vous passe des histoires tout à fait rigolotes de l'extrême droite radicale de cette époque, mais qui sont effectivement la France. L'extrême droite est un capharnaüm en règle générale, et l'extrême droite radicale française est un capharnaüm absolument extraordinaire. Il n'y aura jamais eu ces formes-là assez particulières. Par contre, notre fascisme va muter dès 1942 sur quelque chose qui est intéressant, c'est que le néofascisme, il naît là aussi d'un changement géopolitique. C'est qu'avec l'ouverture du front de l'Est, il y a cette nécessité de remplir l'armée dorénavant de beaucoup plus de soldats. À la fin de la guerre, en 1945, sur 900 000 membres de la Waffen-SS, vous en avez seulement la moitié d'Allemands. L'autre moitié, c'est des Français, des Belges, etc. Donc il y a cette particularité-là, et qui fait qu'on bascule à ce moment-là sur une idéologie qui est une idéologie très européiste, qui est l'idée du nouvel ordre européen à bâtir à mi-chemin contre le communisme et contre le capitalisme, puisque c'est les deux fronts contre les Américains et contre le communisme, ce qui est quelque chose qui va beaucoup changer nos extrêmes droites radicales et qui va les faire profondément évoluer. Moi, j'aime pas du tout quand on nous fait le coup de nous dire c'est europhobe, c'est l'extrême droite. C'est complètement couillon. L'extrême droite radicale est très souvent extrêmement pro-européenne. Je vais vous prendre un exemple qui est celui de Jean Thiriard, qui n'est pas très connu, mais qui est une figure vraiment importante dans l'histoire des extrêmes droites radicales, qui lui défendait un État jacobin à l'échelle, alors on peut ni dire ni eurasiatique ni eurafricaine, il n'a jamais été fichu de trouver un bon mot pour ça, il parlait de communautarisme européen, mais donc de l'Afrique du Sud jusqu'au Pacifique, Afrique, Europe, Asie, en disant, et un État jacobin, pas de différenciation selon les ethnies, pas de différenciation selon les religions, ce qu'il appelait l'omnicitoyenneté, avec un État de type fasciste pour couvrir le tout, mais donc, vous voyez, le moins qu'on puisse dire, c'est parler d'europhobie, de nationalisme étriqué, c'est vraiment tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le souverainisme, l'europhobie, l'extrême droite. On peut être souverainiste, on peut être europhobe sans être d'extrême droite, mais on peut être d'extrême droite en étant extrêmement europhile, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui va, après la Seconde Guerre mondiale, ressusciter nos extrêmes droites après quelques décennies de démonétisation? Diverses choses. La grande peur, évidemment, du communisme et la grande peur de l'agitation dans ce long mai 68, qui existe en Italie, en Allemagne, en France. Aussi, un changement. Dans les années 1950, quand vous regardez les statistiques sur l'immigration, en France, l'immigration, c'est encore d'abord les Italiens, de mémoire italiens, espagnols, polonais. J'ai bossé ça la semaine dernière dans des archives, mais je dis de mémoire. On va bien évidemment avoir une transformation de l'immigration. Et alors là, il va y